Bonjour à vous mes petits midrians, j'espère que vous allez sombrement bien. Depuis le début de mes vidéos, je suis sûre que vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce que c'est que ces midrians dont elle nous parle tout le temps et pourquoi nous appelle-t-elle ces petits midrians? Eh bien aujourd'hui, c'est le jour où je vais répondre à toutes vos questions, enfin, presque toutes. Aujourd'hui donc, je vais enfin pouvoir vous expliquer d'où vient ce mot midrian, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des cantos d'Altarion. Alors ceux qui me suivent depuis un moment vont se dire « Oui mais attends, tu nous en as déjà parlé, t'as déjà fait le tour ?» Restez sur cette vidéo, aujourd'hui vous allez apprendre des choses que vous ne connaissiez pas. Si vous êtes nouveau sur ces vidéos, forcément vous allez me demander « Ok, mais c'est quoi en fait les cantos d'Altarion ?» Je vous fais une petite présentation très rapide. Les cantos d'Altarion, c'est une saga de bande dessinée fantasy, écrite en plus ou moins 20 volumes pour le moment, et répartie sur 3 périodes que j'ai nommées des arcs. Alors, dans le genre fantasy, il y en a beaucoup, mais c'est pas du fantastique, et je précise peut-être rapidement quelle est la différence entre du fantasy et du fantastique. Le genre fantastique, en gros, c'est relativement simple à comprendre, vous partez de votre vie de tous les jours, et brutalement vous la faites basculer dans quelque chose de différent. Ce quelque chose de différent n'est pas spécialement lié à la magie ou au médiéval fantastique ou des trucs comme ça peut être aussi de la science-fiction, voire de l'horrifique, du moment qu'il y a une composante vraiment décalée. Par exemple, au niveau littérature, on va y retrouver très rapidement Lovecraft, mais aussi par exemple Stephen King. Je prends des noms très connus bien entendu, ce ne sont pas les seuls. Au niveau des films, on va y retrouver par exemple, quelque part finalement l'univers des X-Men, parce que le monde à la base est tout à fait normal, c'est un monde normal, mais dans lequel, soudainement, il y a des mutations qui apparaissent, et donc, cette mutation, ça n'existe pas actuellement, donc c'est du fantastique. Bon, je fais des gros raccourcis, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de la différence entre fantastique et fantasy. On pourrait dire aussi que Harry Potter est un film fantastique, parce que finalement, au départ, le monde tel qu'il est normal, hein, c'est un garçon qui n'est pas spécialement bien traité par sa famille, d'accord, mais qui n'a rien de différent des autres garçons, jusqu'au moment où il ouvre la porte à un serpent dans un zoo. Bon, là on bascule clairement dans le fantastique. On n'est plus dans le monde normal. Ouais. C'est un petit peu ça le fantastique. Le fantasy à côté de ça, c'est on est dès le départ dans un monde fantastique. On cherche pas, on n'est pas dans un monde, dans le monde de tous les jours maintenant, c'est pouf, on est dans le fantastique le plus complet. Forcément, l'exemple le plus simple pour ça, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, que ce soit l'adaptation au cinéma ou le bouquin, on est directement plongé dans un univers de fantasy, avec des elfes, avec des orques, avec des urukai, avec des nains, etc. etc. La magie est présente, c'est une donnée normale pour tout le monde est au courant que ça existe, voilà. Bon, on est vraiment dans quelque chose de très... totalement imaginaire, qui n'existe absolument pas, et on ne peut pas retrouver quelque chose de similaire dans notre monde. Il y a d'autres auteurs évidemment qui font ça, notamment Robin Hobb, pour ceux qui connaissent, et donc comme je disais, Tolkien, ça fait partie des noms qui me semblent les plus évidents actuellement. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tous vous les citer. Bon, je vais encore en citer un très connu, en série comme en bouquin, Le Trône de Fer, voilà. Je crois que c'est assez clair que c'est du fantasy pur et dur, hein, à moins que vous n'ayez déjà vu des dragons dans notre époque, et si c'est le cas, il faut m'en quitter un peu. Alors dans la fantasy, il y a plein de sous-genres différents, moi je vais en aborder seulement quelques-uns dans ma bande dessinée, et c'est déjà pas mal parce que j'en aborde plus qu'un seul. Je pensais parler de la high fantasy, mais comme la high fantasy est communément admise comme étant la fantasy au sens général, donc l'univers de Tolkien, et que la low fantasy en opposition c'est le fantastique, genre Harry Potter, je fais simple, je dis fantasy. Hein. Mais donc par contre on va retrouver ce qu'on appelle de la dark fantasy. La dark fantasy c'est la fantasy sombre, c'est pas joyeux, c'est glauque, il y a de la violence, il y a des meurtres, etc. Ça peut même finir mal. C'est pas pour autant que c'est horrifique, hein, mais c'est déjà un petit peu plus adressé à un public averti. Un exemple typique de dark fantasy qui me vient à l'esprit, c'est le manga Berserk de Kentaro Miura. Pour moi, on est à fond dans la dark fantasy, même si c'est pas toujours hyper sombre, c'est quand même pas hyper joyeux comme univers, faut quand même bien reconnaître. On va aussi toucher dans mon univers au steampunk, au cyberpunk et même à la science-fiction.
Mais je les garde, moi en tout cas je les considère toujours comme étant de la fantasy, parce que dans mon univers, tous ces gens vont être touchés par la magie. Et comme pour moi, la magie fait partie de la fantasy, ben... voilà. Alors je sais que du coup, on va un petit peu se dire, mais attends, mais comment tu vas aborder autant de styles différents de fantasy dans une saga de bande dessinée? Bah, c'est justement là que viennent s'interposer mes 3 arcs, ou mes 3 périodes. Ce sont des ellipses temporelles, et donc dans chaque arc, on va aborder une période temporelle différente, et donc des moments différents au niveau du style, comme le steampunk ou le cyberpunk, qui sont 2 périodes différentes pour moi. Voilà. Une autre question qui me revient souvent, puisque forcément on me dit, mais attends, tu vas couvrir plusieurs périodes de temps, mais alors va-t-il y avoir des personnages récurrents? Alors la réponse est oui, il va y en avoir, mais ce sera peut-être pas évident au premier regard. Tout simplement parce que, non pas parce que je n'ai pas de personnage récurrent, que du contraire, il y en a, mais plutôt parce que mon personnage récurrent principal, au final, c'est l'univers d'Altarion. Ce que je raconte, c'est l'histoire de l'univers d'Altarion. Et les personnages qui naviguent et qui y vivent et qui interagissent avec cet univers. Vous inquiétez pas, je vais pas vous faire un livre d'histoire façon Planète Terre, hein, c'est quand même vachement plus épique que ça, sinon ce serait quand même un petit peu tristounet que je vous fasse une bande dessinée historique. Voilà. Voilà, ça c'est ce qui concerne la présentation, ce que va être la bande dessinée Altarion. Si je ne précise pas pour le moment le nombre exact de volumes, c'est parce qu'elle est en cours d'écriture, je suis honnête. Et qu'en plus dans l'histoire, vu que je ne suis absolument pas du genre à me compliquer la vie, je vais y rajouter des hors-séries. Oui, je suis très simple. Maintenant que je vous ai présenté grossièrement et très rapidement ce que va être la saga d'Altarion, là je vais vous faire un petit point de background. Le background, c'est littéralement les connaissances générales sur l'univers d'Altarion. Pas de spoiler, mais vous allez apprendre pas mal de choses. Et comme ça, quand vous lirez le premier volume, vous comprendrez peut-être plus de choses que d'autres personnes qui n'auront pas vu cette vidéo. Je vous avais dit qu'il fallait me suivre. Les 2 mots principaux pour l'univers d'Altarion, c'est l'Uchronie et le multivers. L'Uchronie, pour ceux qui ignorent ce que c'est, en gros, c'est on prend un événement existant et on le transforme. Exemple, Deuxième Guerre mondiale, Hitler gagne la guerre. Voilà, Uchronie. Ça ne s'est pas passé, mais on va prendre cette idée-là, on va la prendre, on va la tourner, et après on va faire autre chose. Multivers, ne partez pas sur le multivers selon Marvel, ça n'a absolument rien à voir. Moi je suis plutôt partie sur une idée de, comment je pourrais dire ça, des univers parallèles. Donc il y a notre univers, il y a d'autres univers parallèles, a priori ils ne peuvent pas communiquer entre eux, mais parfois il y a des ponts qui s'établissent. Donc ça c'est un petit peu l'idée de mon multivers. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça va avoir son importance plus tard dans l'histoire, donc au moins vous le savez, vous ne serez pas surpris, il y a un multivers dans les cantos d'Alta. Pour la suite de mon explication, je vais utiliser des images d'illustration. Ces images ne sont absolument pas révélatrices de ce qui va apparaître dans l'univers, dans la bande dessinée. Mais comme elles ne vont apparaître que dans cette vidéo, je n'allais pas m'amuser à faire moi-même toutes les images. Ça m'aurait pris un temps phénoménal, et je préfère consacrer ce temps à, tout simplement, à la réalisation de la bande dessinée, plutôt que de faire des images pour cette vidéo. Surtout que c'est juste une vidéo. Voilà. Donc, je vais, évidemment, les auteurs des images, pour des images qui n'étaient pas gratuites et libres de droit, sont crédités. Vous verrez leur nom apparaître en dessous de la vidéo, enfin sur la vidéo, et vous aurez les liens vers leur travail, oui, en dessous de la vidéo. Je vous invite vraiment à les découvrir. J'ai fait des découvertes, des perles absolument extraordinaires au niveau du talent de ces artistes. Je crois que ça vaut vraiment la peine de creuser, d'aller voir ce qu'ils font en dehors. Certains vendent même leurs œuvres, donc si vous avez envie de les soutenir, et que vous avez les moyens bien entendu, foncez, parce que franchement c'est du travail absolument extraordinaire. Bon, maintenant que la parenthèse est faite, rentrons dans le vif du sujet. Au tout début, c'était le Big Bang. Ouais, je commence directement par le gros morceau. Mais il y a des raisons. Le Big Bang donc, explosion titanesque qui a libéré des quantités phénoménales d'énergie et de matière. À tel point en fait que cette énergie, à certains endroits, a fusionné. Et à
donner naissance à des créatures conscientes, faites d'énergie pure. On pourrait même dire de magie pure. Oh oui, en fait, je vais le dire. 3 espèces différentes qui ont vu le jour. Les dragons. Pas comme on les imagine actuellement, pas fait d'écailles, fait d'énergie pure, presque composés de galaxies et d'étoiles. On raconte que dans leur sillage, les nébuleuses se prenaient et essayaient de les suivre, tellement ils étaient magnificents. Une autre race, les anges. Mais pas ceux qui se trouvent dans la Bible, rien à voir. Ceux-là, on les appelle les Aggelos. Oui, si vous êtes sur Discord, vous ferez peut-être le rapport avec le nom que portent mes modérateurs. Les Aggelos, aussi, des créatures d'énergie pure. Enfin, pas vraiment une race ni une espèce, mais une créature. Une créature un peu étrange, qui n'a pas de nom, qui n'a pas voulu en prendre, et qui a donc été surnommé celui qui est, parce qu'il est, c'est tout. Si vous pensez qu'il y a un rapport avec Dieu ou d'autres déités, oubliez, ça n'a absolument rien à voir. Il est, point. Alors que les planètes commencent à se former, les dragons sont extrêmement curieux, beaucoup plus que les Aggelos et celui qui est. Les Aggelos et celui qui est d'ailleurs restent plutôt ensemble, ils s'entendent bien, ils sont bien ensemble, ils ont beaucoup de grandes discussions, et ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe, comment l'univers se forme, comment les planètes se forment, comment tout s'organise. Les dragons, eux, sont très intéressés, ils sont curieux, ils regardent. Et puis il y a certains moments où ils vont donner un petit coup de pouce, ici et là, en se disant « Tiens, c'est bien parti, mais ce sera encore mieux si. » Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ils se sont intéressés à notre monde à nous, à notre Terre. Et sur notre Terre, ils ont donné aussi quelques petits coups de pouce. C'est comme ça que la vie a réussi à prendre racine sur notre Terre. Oui, si vous croyez que c'était Dieu qui l'avait créé en 7 jours, c'était le rappel. Et c'était pas en 7 jours. Et donc, on en arrive en fait à une période où la Terre est encore en un seul continent. Ce que nous avons appelé la Pangée, mais ça ne portait pas ce nom-là à l'époque. Et sur ce continent unique, il y avait des dinosaures. Et il y avait aussi des hommes. Les premiers hommes. Les Midrians. Ah oui, c'est tout de suite, voilà. Vous savez maintenant pourquoi je les appelle mes petits Midrians. Voilà, vous le savez, c'était les premiers hommes. Littéralement créés par les dragons, ils ont utilisé le feu de la terre pour leur donner naissance. Ça n'a rien à voir avec, la création d'Adam et Ève, je vous avais dit, aucun rapport. Les Midrians ont le feu de la connaissance qui couve en eux, donc ils sont curieux, ils créent, ils réfléchissent. Ils passent tout leur temps à vouloir évoluer, et à tel point qu'ils ont réussi à vraiment évoluer dans une société civilisée quasi contemporaine à la nôtre. On va dire qu'ils en sont à peu près à l'époque de connaissances proches des Vikings, un petit peu en dehors. Bref, ils ont des bateaux, ils savent naviguer, ils savent explorer l'océan, et ils ont déjà exploré l'océan. Ils savent qu'il y a un seul continent et qu'ils vivent tous dessus, avec des grosses bébêtes qui s'appellent des dinosaures. Ouais, bon, c'était facile. Mais voilà, les Midrians sont en voie d'extinction. Pas parce qu'une créature essaie de les tuer, pas parce qu'un super prédateur essaie de les manger. Ah non, non. Non, il faut aller chercher dans le tout petit. Une épidémie est en train de littéralement les éradiquer. Et comme il n'y a qu'un seul continent, aucun moyen pour eux de pouvoir se cacher, s'évader quelque part. À bout de ressources, et finalement en n'ayant plus rien à perdre, ils décident de partir en bateau. 3 bateaux pour être précis. Et ils partent en fait sous l'influence d'un capitaine qui leur raconte une histoire hallucinante. Comme quoi il y a un endroit sur la Terre où la mer se jette dans un trou. Et que si on passe, qu'on suit le courant de la mer qui se jette dans ce trou, en réalité, on tombe dans un autre monde. Et dans cet autre monde, il y a des terres. Et il y a une possibilité pour eux de survivre. C'est une fable un peu folle, mais ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont 150 survivants. Plus ou moins. Et donc, à 150 survivants, qu'est-ce qu'ils risquent encore d'avoir de pire? Mourir de maladie ou mourir noyés dans l'océan, autant tenter leur chance. Et donc ils partent sur 3 bateaux, avec 3 capitaines, qui sont 3 nobles Midriens.
Ils partent, ils arrivent effectivement à l'endroit que le capitaine Altarion, puisque c'est lui, leur avait cité, où on voit effectivement l'océan s'engouffrer, mais il n'y a pas d'écume, il n'y a pas de vapeur vraiment, donc ça n'a pas l'air d'être un gouffre sans fond. Et ils passent littéralement, comme l'avait dit le capitaine Altarion, dans un autre monde, dans ce qu'ils pensent être un autre monde. En réalité, ils sont entrés dans la Terre creuse. Ouais, je vous avais dit, je vais beaucoup m'amuser avec cette bande dessinée. Et donc voilà, ils sont dans la Terre creuse. L'univers n'est pas tout à fait le même, rien n'est pareil à ce qu'ils ont vu à l'extérieur, et en même temps très similaire. Et ils voient des terres, et ils se disent, ok, on est sauvés. Ils accostent sur ces terres, commencent à explorer les rivages, la forêt qui est luxuriante, et voilà que, à leur grande surprise, la forêt se met à bouger, et des créatures en sortent. Des créatures qu'ils n'ont jamais vues. Ils savent que la magie existe, mais là, c'est du totalement inconnu pour eux, parce que ces créatures sont humanoïdes. Mais elles sont aussi à moitié végétales et à moitié animales. Elles sont belles, à leur façon, et elles ont l'air plutôt pacifiques. Ils essayent de communiquer avec elles, mais elles ne parlent pas leur langue. Jusqu'au moment où un personnage, plus impressionnant que les autres, sort du rang. Et là, visiblement, les créatures arrivent à communiquer avec les Midrians par la pensée. Et ils acceptent d'aider ce peuple à la déroute. Le peuple qui vient de les accueillir, leur vrai nom c'est les Sénostes. Mais les Midrians vont les appeler autrement, vous allez comprendre pourquoi. Les Sénostes, voyant effectivement à quel point eh bien, ils sont désespérés, acceptent de les accueillir sur leur terre. Ils vont même faire plus que ça. L'endroit où ils ont accosté, excusez-moi, l'endroit où les Midrians ont accosté, littéralement, c'est une grande bande de terre, qui est luxuriante. Cette grande bande de terre, on parle de la taille de la Russie, hein, c'est vraiment très grand, elle est entourée par de grandes montagnes très hautes, quelques volcans, et enfin une forêt très dense. Et les Sénostes leur disent, voilà, on vous donne tout cet espace de terre. Il y a des fleuves d'eau douce, il y a des forêts, la terre est fertile, il y a des animaux que vous pourrez chasser pour manger, il y a suffisamment de vivres et de denrées naturellement présentes pour que vous puissiez au moins vous nourrir le temps de reconstituer votre civilisation. Et vous avez pour ça tout cet espace pour le faire. Ils sont 150, il y a largement la place pour eux. Évidemment, les Midrians disent ok, mais et vous? Et les Sénostes disent nous allons aller dans la forêt qui est là-bas. Nous allons nous y installer. Et la seule condition que nous demandons en échange de tout cet espace de terre que nous vous donnons, c'est de ne jamais rentrer dans la forêt dans laquelle nous allons nous installer sans notre autorisation. Simple. Les Midrians se disent, c'est tout bonus. On a une grande terre, c'est fertile, c'est riche en nourriture, il y a des animaux, on va pouvoir relancer des cultures, on va pouvoir peut-être faire de l'élevage. On a la place. Donc oui, ils vont accepter. Forcément qu'ils vont accepter. C'est le paradis pour eux. Forcément, ils vont demander aussi aux Sénostes, et comment vous appelez cette forêt dans laquelle on ne peut pas entrer sans votre permission? Et les Sénostes vont leur répondre Emera. Et c'est comme ça que les Midrians vont appeler en fait le peuple Sénoste, puisqu'ils ne connaissent pas leur nom à ce moment-là, les Émériens. Les trois capitaines étant trois nobles décident que plutôt que de vivre tous les trois bateaux ensemble, ils vont littéralement se diviser les terres et vont diviser ces terres en 3 pays. Les pays à la mort des capitaines vont tout simplement prendre le nom de leur capitaine, à savoir le pays d'Altarion, le pays de Slive et le pays de Torn. Et voilà. C'est le début de notre histoire. Voilà, je m'arrête là pour le moment, je crois que c'est déjà une belle histoire et ça vous donne une bonne idée de l'ambiance de l'univers d'Altarion. La semaine prochaine, je vais aborder les races, donc je vais vous parler plus en profondeur des Midrians et des Sénostes notamment, mais pas que. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications.
comme ça vous saurez quand je poste de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai déjà raconté aujourd'hui, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, comme toujours. Et pour le reste, eh bien, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye!